Alors bonjour tout le monde, comme promis je fais une petite vidéo, voilà, c'est Escobar de HCFR, je fais une petite vidéo donc pour vous expliquer comment moi, avec mon expérience, voilà, tout ceci, tout cela, je fais pour mettre au point en fait une enceinte de voix, une enceinte do it yourself, une DIY. Donc pour ça j'ai fait toute une petite série de mesures et voilà, ensemble on va regarder tout ça. Donc je vais commencer, ma première petite vidéo va porter plutôt sur les mesures, on va dire, de proximité pour expliquer un petit peu la chose, voilà. Donc on fait des mesures de proximité, donc là j'en ai fait toute une petite série, j'ai fait au niveau de l'évent, près du cône, que je compare avec deux autres petits haut-parleurs d'ailleurs au passage, et après des mesures ground plane et tout ça, et on va essayer d'interpréter ça ensemble, voilà. Donc, qu'est-ce qu'on peut observer? Donc là, on va faire tout ce petit tutoriel avec le logiciel Room et quoi Wizard, qu'on appellera Roux, ce sera plus simple, ça ira plus vite. Donc voilà, au début, je tiens à préciser que quand on fait des mesures de proximité, tout ça, la phase n'a aucune importance. Donc, je vais tout simplement l'enlever. Elle est ici, elle ne nous intéresse pas. Et quand ensuite, pour l'échelle, alors vous voyez, j'ai pris une échelle qui est déjà assez large, là quand même, de 60 dB. Mais comme je suis sur un écran HD, bah on voit qu'une ligne trace 1 dB, et je trouve que ça donne une bonne lisibilité globale, même si on peut travailler sur des échelles encore inférieures, mais l'important c'est surtout de pas trop tasser pour avoir une bonne visibilité, hein. Vous réglez ici votre zoom en fait d'échelle pour avoir une bonne visibilité. On travaille aussi en logarithmique, parce que si on se place en linéaire, vous allez voir que c'est incompréhensible pour le commun des mortels quand on est comme ça, le cerveau a du mal à interpréter, donc on reste bien en logarithmique. Et ensuite, bah, on va commencer. Donc là, la première mesure que j'ai faite, c'est sur une petite enceinte qui est équipée d'un 10SL51 de chez BNC. Et c'est une mesure, on va dire, juste en sortie des vents, voilà, une mesure à proximité des vents. Donc on voit la réponse de les vents. Donc qu'est-ce que ça nous apprend, ce genre de truc? Donc on voit où les vents rayonnent. Et on serait tenté de se dire que l'évent est accordé par rapport au basse réflexe, à l'enceinte, est accordé à 60 Hz. Or, c'est une mauvaise interprétation, on le verra après pourquoi par la suite, mais enfin, en tout cas, par contre, là, c'est la réponse rayonnante de l'évent. On peut voir sur cette courbe aussi des fois des accidents qui peuvent être dus à des résonances, les résonances internes du tube, du basse réflexe en tant que tel, du résonateur. Donc il faut bien faire attention ici à ce qu'il n'y ait pas trop... Alors cet accident-là est pas gênant après dans la courbe de réponse du haut-parleur, on le verra par la suite. Pas suffisamment gênante en tout cas pour être embêtante, mais des fois on peut avoir des très gros accidents qui se répercutent sur la courbe de réponse du haut-parleur. Et là par contre bah, il faut traiter avec soit de l'amortissant, soit bah, votre évent est trop long et donc bah, aura des résonances dans la bande passante et ce sera insoluble. Donc il faudra passer à autre chose, soit un passif, soit passer en clos, peu importe, mais il faudra prendre un autre choix. Donc voilà pour l'instant ce que nous apprend cette première réponse. Ensuite on va passer sur une réponse de proximité mais du cône cette fois-ci. Donc qu'est-ce qu'on peut observer ? Donc déjà il faut savoir que les mesures de proximité elles sont interprétables que dans les basses fréquences parce que elles deviennent défectueuses en fait en montant en fréquence parce qu'en fait le niveau SPL n'est pas réel. D'accord, suivant la proximité que vous êtes de la membrane du haut-parleur et le recul, enfin le diamètre, je veux dire plutôt le diamètre du haut-parleur par lui-même. Cela fait que ça tronque la réponse. Donc passer une certaine fréquence, faut pas trop regarder. On peut prendre en compte les accidents. Les accidents sont bien réels. Par contre, le niveau SPL est peut-être plus haut en fait, hein, ou plus bas. Enfin, généralement, il est plus haut, pas plus bas d'ailleurs. Voilà. Donc, plus un diamètre de haut-parleur est important, plus vous mesurez de près, plus la réponse valable ne vaut que pour les basses fréquences. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Donc, ces mesures, par contre, nous montrent bien, par contre, la relativement bonne linéarité. Là, on va dire que sur un 10 pouces comme le 10SL51, la mesure qui doit être, comme la grille me gênait, par contre, j'avais une grille de protection sur le haut-parleur, la mesure doit être à peu près 10 cm du dôme maximum, je pense peut-être même un peu moins de 10 cm, mais je me suis quand même collé très près. On va se dire qu'à partir de 300 Hz, voilà, la réponse est valable, donc on observe voilà, la réponse, et on se rend compte qu'on a un creux ici, et une remontée ensuite. Et ben en fait, ce creux ici, quand c'est une enceinte avec un résonateur ou autre chose, mais qui n'est pas une enceinte close ou éventuellement pavillonnaire, ce creux indique tout simplement l'action du résonateur, donc du basse réflexe. Donc ici, en fait, on a l'accord de l'évent, qui est ici. Donc on voit que j'ai un accord à 48 Hz,
Et c'est vrai que si on compare tout à l'heure avec la réponse de Lévan, le pic était plutôt vers les 60, hein, comme on avait vu, le sommet on va dire de la bosse était plutôt vers les 60. Et bah du coup on se dit ah effectivement c'est pas tout à fait corrélé, il y a une petite distinction, une petite différence en fait. Mon accord est plutôt à cette fréquence là. Et donc là, pareil qu'au niveau de l'évent, ici, on observe quand même la réponse du haut-parleur et les accidents qu'il va y avoir sur sa courbe, hein, quand on est auprès comme ça. Alors, pas tenir compte du niveau relatif qui n'est pas bon, hein, mais par contre, on va voir ces accidents. On voit le fractionnement ici du haut-parleur d'ailleurs, hein, qui est très lisible. Là, on voit que effectivement la membrane aussi est pas parfaite. Je vais vous montrer avec justement d'autres haut-parleurs que j'avais à la maison pour vous montrer quelques petites comparaisons. Après, on les enlèvera parce qu'on ne s'intéresse pas à cela, mais c'est juste pour faire une petite site de comparaison. Là j'ai un 8 pouces, un DA215 de chez Dayton, qui est donc une membrane aluminium. Donc là, là vous observez par vous-même, c'est ultra propre, hein, y a très peu d'accidents, un petit peu ici, qui peuvent être des accidents dus aussi, comme je l'ai dit tout à l'heure, à des résonances dans les vents ou à des résonances dans la caisse. C'est pour ça qu'on met de l'amortissant. Généralement on met de la laine pour tout haut-parleur qui monte aux fréquences, on met de la laine ou de l'amortissant ou quelque chose qui amortit l'aérien un peu, on va dire, dans l'enceinte pour justement atténuer ces petits défauts. Et là pareil, on voit le fractionnement de la membrane alu qui est assez fort, hein. On voit que ça remonte très fort là ici. Et voilà, on a un accident à 5,5 kg à peu près, hein. Et le petit dernier que je vais vous montrer, voilà, ça c'est encore chez Dayton, c'est le RS180, la version Shield, donc la version S, qui a pour le magnétisme, voilà, et qui elle, pareil, est super clean. Donc on voit aussi les accords basse réflexe, hein, comme je vous disais tout à l'heure, hein, là il est accordé, vous voyez, très bas. Bon, là c'était vraiment, j'avais fait un évent un peu profond, hein. Il était trop long. Donc il demandait correction. Sur celle-là, par contre, je crois que c'est l'évent final de mémoire à 40 Hz, c'est à peu près un accord sur les RS180S. Et voilà, pareil, on voit une superbe linéarité. Franchement, ces haut-parleurs là sont, comme c'est de l'alu, hein, ça bouge pas trop jusqu'au fractionnement, où là par contre attention, c'est la crise, hein, notamment sur les distorsions, donc faut couper au moins 2-3 fois avant cette fréquence là, hein. Faut diviser, faut limite couper à 2 kg, voilà, 2,5 kg, c'est les bonnes fréquences à peu près pour couper ce haut-parleur là. Voilà, c'était juste pour faire un petit aparté. Donc ça, bon, on va le virer maintenant, ça ne nous intéresse plus. Là, tac. Il me l'a pas supprimé. Hop là, voilà. Donc ensuite, on passe à la mesure suivante. Donc là, c'est une mesure ce qu'on appelle ground plane. Donc j'ai fait 3 mesures ground plane pour avoir une petite démonstration. J'ai fait une mesure à 50 cm. Donc la mesure ground plane, en fait, c'est vous mettez votre enceinte, votre caisson au sol, par terre. Par contre ici, comme on mesure les basses fréquences, il faut vraiment avoir une surface dégagée. Donc il faut compter au moins, allez, on va dire minimum 5 mètres quand même de dégagement autour de l'enceinte, et plus vous descendez bas en fréquence, enfin plus vous voulez mesurer quelque chose de très bas en fréquence, plus il faut avoir aucun obstacle, il faut avoir 10 mètres de dégagement, on va dire de rayon autour de l'enceinte, donc pour avoir quelque chose de assez lisible jusqu'à très bas en fréquence, si vraiment on veut mesurer très bas les fréquences jusqu'aux infras, voilà. Donc là j'ai fait une mesure à 50 cm, ensuite une mesure à 1 mètre, et une mesure à 2 mètres. Donc ces mesures, elles nous disent quoi en fait? Et ben ces mesures-là, les ground planes, elles nous permettent d'avoir la corrélation complète du haut-parleur et de l'évent. C'est-à-dire qu'on a là, on a la réponse vraiment globale, réelle, et pareil, c'est valable que dans les basses fréquences, hein, parce que vous dites bien que le 10SL51, il pique pas comme ça tout seul, hein. Donc la réponse, pareil, est tronquée dans les hautes fréquences. Il faut s'intéresser vraiment qu'au bas de la fréquence. Donc sous 300 Hz, on va dire sous 200-300 Hz, la réponse est valable. Au-dessus, ne pas en tenir compte, hein. Voilà, ne tenir compte que éventuellement des accidents. Et encore quand c'est une mesure ground plane, ouais, c'est un peu aussi, on voit le fractionnement quand même du haut-parleur, mais c'est un peu plus bizarroïde, hein. C'est un peu moins interprétable. Mais vraiment dans les basses fréquences, par contre, là on intègre la réponse de l'évent avec le haut-parleur, ce qui fait qu'on a vraiment la chute réelle du haut-parleur. Donc là on se dit bah ouais, on a du niveau à 70 Hz. Grosso modo, et si on prend une f-3, donc sa fréquence de coupure à moins 3 Hz, hein, donc à 67, et ben là on se dit bah ouais, mon enceinte elle descend à 82 Hz, donc elle descend pas très bas, et on va me dire bah pourquoi j'ai fait un accord à 50 Hz pour quelque chose qui descend à 82, alors que bon, je remonterai un peu l'accord de l'évent, ça redonnerait un peu de boost dans cette partie-là, ça redonnerait un peu plus d'énergie effectivement ici, où ce serait peut-être plus utile pour avoir plus de kick. C'est que sur cette enceinte-là, je voulais pouvoir lui ajouter un caisson de basse, mais pas tout le temps. Donc quand on veut se passer de caisson de basse, on essaie d'accorder un petit peu plus bas, et on met un boost dans ce niveau-là, justement dans le niveau de l'accord, parce que c'est là où justement, comme le haut-parleur bouge le moins,
parce que c'est les vents qui rayonnent, et bah ici on peut se permettre un peu plus de boost, ça évite qu'il y ait trop de débattement, et c'est bon, c'est les vents qui prend le relais. Par contre on peut vous dire que voilà, ça brasse de l'air après quand même, hein, tant pis, hein, c'est un compromis, hein, voilà, faut faire un petit choix là-dessus. Donc voilà, et maintenant je vais vous faire justement, je vais vous montrer un petit peu, donc là les 3 courbes de grande, et je vais vous montrer un petit overlay, hop là. Donc voilà l'overlay de toutes les réponses là qu'on avait, sauf celle des 2 haut-parleurs qui étaient comparatifs là, mais vraiment du 10 SL51, et on voit que les mesures de ground plate sont, bon, allez, quasi superposables, hein. Il n'y a pas grande nuance à part dans les fréquences, comme je disais, un peu au-dessus de 300 Hz, ça commence à être moins interprétable effectivement, parce que ça change beaucoup. Et donc, bon, on se rend compte qu'on peut faire une mesure à 50 cm comme à 1 mètre. Bon, à 2 mètres, ça commence à osciller pas mal quand même, je trouve. J'ai pas trop compris pourquoi. Parce qu'il n'y a pas spécialement de réflexion là, il n'y a pas besoin spécialement de fenêtrer normalement. J'essaierai la prochaine fois de comprendre un petit peu plus ce phénomène, bon, qui est pas très dérangeant, on estime que ça on n'en tient pas compte. On sait que le haut-parleur marche de manière pistonique, donc en fait, à part des accidents qu'il y aurait dû à son comportement mécanique, ou à des défauts intrinsèques vraiment au haut-parleur, une grosse déformation, n'importe quoi, ici ça va quasiment être lisse quoi, hein. Et donc la mesure à 1 mètre est suffisamment interprétable, et on se rend compte aussi, on aurait pu se dire que la réponse de l'évent, donc de l'évent, voilà, plus la réponse du near cone ici, là, de proximité du cône, on était en droit de se dire, ah bah si j'additionne les deux, ah mon enceinte elle descend super bas en fait, ça va être top, mais en fait pas du tout, parce que l'évent en fait il est beaucoup plus bas en niveau. Ici, dans ce cas-là, il est beaucoup moins excité que là, la mesure, c'est parce qu'on est en proximité de l'évent, donc le micro donne beaucoup de gains, mais en réalité, on en a beaucoup moins. On a beaucoup moins, ce qui fait qu'en fait, le niveau SPL de l'évent devrait être plus bas. Ce qui fait que voilà, on vient compléter la courbe ici, comme on le voit, mais on n'a pas l'addition réelle, comme on peut le croire ici, des niveaux, parce que le niveau réel de l'évent est beaucoup plus bas. Voilà. Voilà pour le début de ces petites vidéos. On va continuer tout de suite avec la directivité, la réponse un peu en puissance, enfin comprendre un petit peu les mesures polaires pour tenter de comprendre ce qu'il faut faire et pas faire après quand on va commencer à filtrer et équaliser.